Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire. Ouverture ce vendredi du dialogue national en Guinée équatoriale entre le pouvoir et l'opposition. Une opposition qui dénonce le non-respect par le président Teodoro Obiang Bassoro de certaines conditions sine qua non à la tenue de ses assises. En Algérie, le FFS, le Front des forces socialistes, continue ses consultations en vue de la conférence nationale de consensus. Et dans ce cadre-là, le plus vieux parti de l'opposition a reçu à son siège une autre formation politique, le MSP, le mouvement de la Société pour la paix. Le Nigeria ira-t-il à la CAN 2015 à une seule condition que les Super Eagles gagnent leurs 2 matchs de retour. Pour y parvenir, une manœuvre de dernière chance a été tentée. L'entraîneur Stephen Keshi a fait son grand retour au sein de l'équipe. Mais tout d'abord, sachez que le gouverneur de la région de Dakar a interdit toute manifestation à compter de ce 10 novembre et jusqu'au 5 décembre en raison du 15e sommet de la francophonie qui s'y tiendra les 29 et 30 novembre prochains. Une décision loin de faire l'unanimité, notamment du côté de l'opposition et plus précisément du Parti démocratique sénégalais qui a annoncé, malgré l'interdiction de manifester, son intention de maintenir son meeting prévu le 21 novembre. Et c'est donc les 29 et 30 novembre que l'un des 5 candidats au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie succédera à Abdou Diouf à la tête de l'OIF depuis 12 ans. Abdou Diouf a accordé un entretien exclusif à Africa 24 dans lequel il revient sur son parcours et sur le potentiel d'une telle organisation. Marina Vanier. Reconduit à l'unanimité lors du 11e sommet de la francophonie en 2006 à Bucarest et 2010 à Montreux, le prochain sommet de la francophonie du 29 au 30 novembre à Dakar marquera selon Abdou Diouf la fin de tous ses mandats publics. Au terme de 12 ans à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf pose un regard sur son parcours. En ce qui concerne le bilan sur le plan politique, il est clair. La francophonie, elle est présente dans tout son espace, pas seulement en Afrique. Dans tout son espace, elle est présente quand il s'agit de conflits, de transition, de médiation, d'expertise sur le plan électoral, sur le plan de la bonne gouvernance, sur tous ces plans. La francophonie éducative, elle est également présente à travers les universités, mais également à travers les projets que nous avons initiés pour renforcer la qualité de l'enseignement dans nos pays. Et l'initiative pour la formation à distance des maîtres du primaire, formation à distance mais aussi formation présentielle, a été une initiative extrêmement positive et que nous voulons démultiplier. L'Organisation internationale de la francophonie se veut aussi un organisme à la pointe du combat pour la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique. Les derniers événements du Burkina Faso ayant conduit à la renonciation du pouvoir du président Blaise Compaoré ont aussi marqué le chemin à parcourir. Je voudrais d'abord dire toute l'estime que j'ai pour le président Blaise Compaoré. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour son pays et pour l'Afrique. Nous le savons, nous, à la francophonie. Chaque fois qu'il y avait des crises dans l'Ouest africain, nous agissions, mais en même temps, c'est à lui que nous faisions appel pour nous aider, et il l'a fait merveilleusement. Personne, aucune organisation ne fait de l'alerte précoce comme nous le faisons. Mais nos alertes précoces qui ont réussi, personne ne les connaît. Parce que nous avons agi à temps. Mais l'alerte précoce, ça suppose que les responsables à qui vous vous adressez, de tous bords, puissent aller dans le sens que vous indiquez. Mais je vous assure que c'est une de nos tâches les plus importantes. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'apprends qu'un chef d'État va modifier la Constitution pour pouvoir, non pas se représenter, mais pour dire que ceux qui n'auront pas habité le pays pendant la dernière année, pendant 1 an avant les élections, ne pourront pas se présenter. Il y avait 2 personnes qui étaient intéressées. C'était ceux-là qui étaient concernés, c'était ceux-là qu'il voulait exclure. Mais j'ai pris mon téléphone, je l'ai rattrapé, il était au Qatar, je crois. J'ai dit, mon cher frère, vous ne pouvez pas faire ça. Il dit, ah oui, mais c'est mes camarades qui sont à l'Assemblée qui sont... J'ai dit, vous arrêtez ça. Il a arrêté ça.
De la politique à l'éducation, du social à l'économie, les défis qui s'ouvrent dans le futur pour la francophonie sont immenses, notamment dans un continent africain qui est le premier bassin francophone au monde. Annoncé au mois d'août dans le but de trouver un consensus politique et mettre en place une réconciliation nationale entre tous les Équato-Guinéens, le dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition a commencé ce vendredi au Palais des Conférences de Sipopo, en présence notamment du président Teodoro Obiang Bassogo. Reportage de notre correspondant Léopoldo Enemé. Ouverture du dialogue national entre les partis politiques et le gouvernement équato-guinéen. Ces assises qui se passent pour la 5e fois depuis 1999 permettent à l'exécutif d'aller à la rencontre de l'opposition pour discuter la situation politique du pays. Le président de la République, Teodoro Obiang Bassogo, a donné le ton de ces rencontres en expliquant les raisons de la tenue de cette table ronde. Este diálogo no se convoca. Ce dialogue n'est pas convoqué impérativement à une crise politique, un état de guerre ou un état d'exception. C'est une table ronde de négociation qu'a proposé le gouvernement pour écouter les désirs des politiques qui défendent une opinion erronée de la réalité équato-guinéenne et pour les gens qui ne connaissent pas notre réalité politique actuelle. De la realidad ecuatoriana en los círculos que desconocen nuestra réalité politique actuelle. L'opposition avait excisé bien les conditions avant la tenue de ces assises. Le respect de l'amnistie générale, l'accès équitable aux médias d'État et bien d'autres préoccupations faisaient partie des préalables. Le président équato-guinéen ce matin s'est voulu rassembleur. Les problèmes de la Guinée équatoriale peuvent se régler en Guinée équatoriale. L'expérience observée par notre gouvernement est que la solution des problèmes politiques de notre pays ou d'une nation ne peut réussir sous d'autres latitudes où les réalités ne correspondent pas avec les réalités internes du pays affecté. Les travaux du dialogue national équato-guinéen qui ont débuté ce vendredi à Sipopo dureront 8 jours et devront permettre à la classe politique d'aborder les problèmes qui minent le pays et d'esquisser des solutions pour les résoudre. Le FFS, le Front des forces socialistes, le plus vieux parti de l'opposition algérienne, a entamé des consultations auprès des partis politiques et de la société civile en vue de la tenue de la conférence nationale sur le consensus. Le parti de Hossein Ait Ahmed compte se concerter avec un maximum d'acteurs politiques et associatifs et n'entend exclure personne de ces concertations, pas même le FLN, le parti au pouvoir. Aminata Diak. En Algérie, le Front des forces socialistes poursuit son action politique de dialogue avec les acteurs politiques et sociaux. Objectif, rassembler le maximum de forces pour la tenue de la conférence nationale du consensus. Le plus vieux parti de l'opposition algérienne multiplie les rencontres afin d'échanger des idées autour de cette initiative. Une démarche qui a reçu l'adhésion de plusieurs formations politiques, notamment celle du Front de libération nationale, le parti au pouvoir. Le Front des forces socialistes a lancé une opération appelée Conférence nationale du consensus. Il a entamé par conséquent des consultations avec des partis, avec des directeurs de journaux, avec des représentants des syndicats, du mouvement social, de société civile, pour essayer d'élaborer une plateforme qui sera discutée dans des conférences. Et disons, c'est une initiative nouvelle qui a été un peu saluée notamment par les partis du pouvoir, notamment le Front de libération nationale, FLN, qui a la majorité au Parlement, et le Rassemblement national démocratique, RND. Le FLN affiche ainsi sa volonté d'ouvrir le dialogue. Le parti au pouvoir s'apprête à s'engager dans cette étape pour renforcer les fondements de l'État algérien, dont le président est absent de manière permanente depuis plusieurs mois. On peut penser qu'il y a effectivement possibilité qu'on a commencé à parler de la succession, parce que le président, il est évident qu'il ne peut pas gérer le pays à l'heure actuelle. Il gère ce qu'il peut l'être, parce qu'il fait des apparitions comme ça sporadiques à la télévision. Mais il ne se déplace plus à l'intérieur du pays, n'assume plus pratiquement ses fonctions de président, puisqu'il n'y a pas de réunion du Conseil des ministres que rarement, pas d'ouverture de l'année judiciaire, pas d'ouverture de l'année universitaire, pas de projets inspectés à l'intérieur du pays, pas de déplacement à l'étranger. Le Front des forces socialistes se positionne comme facilitateur dans la préparation de cette conférence. Cette dernière devrait se tenir avant la fin de l'année, mais elle reste tributaire de la fin des consultations engagées avec les différentes parties.
La première phase du projet d'interconnexion de la République du Congo au Gabon, prévu dans le cadre du réseau de fibre optique d'Afrique centrale, s'achèvera à la fin de l'année 2014. La seconde phase, quant à elle, doit démarrer au premier trimestre 2015. Elle portera sur les travaux d'infrastructure du réseau et nécessite plusieurs dizaines de millions de dollars. Retour de Stephen Keshi à la tête des Super Eagles, un retour qui sera particulièrement commenté puisque c'est l'heure de la dernière chance pour l'équipe nationale du Nigeria. Une victoire lors des 2 prochains matchs retour est obligatoire pour une qualification à la CAN 2015. Reportage de notre correspondante à Folake, Oyinloye, commentaire Fanny Mounichi. Limogé puis rappelé comme entraîneur des Super Eagles, Stephen Keshi n'a plus droit à l'erreur. Sous sa direction, l'équipe n'a obtenu que 4 points après 4 matchs. Une contre-performance qui compromet les chances de qualification du champion d'Afrique en titre. Il faut impérativement que l'équipe gagne ses 2 prochaines rencontres. Il convient de rappeler et de donner tous les supports à la fédération en termes de logistique et de toute autre chose dont ils ont besoin, afin de compléter la tâche et aussi parce que nous sommes confiants et nous avons encore de très bonnes chances de qualification. Nous avons 4 points sur 12 après avoir joué 4 matchs. Nous sommes convaincus que le 15 novembre à Pointe-Noire au Congo, nous devrions être en mesure de battre les Congolais et bien sûr l'Afrique du Sud. L'idée est d'obtenir les 6 points qui restent pour que le Nigeria se qualifie pour la CAN. Du côté des supporters, on reste aussi confiant. Keshi a fait merveilleusement bien, à l'exception de ces derniers temps où nous avons eu quelques mauvais résultats, mais cela ne suffit pas pour que la fédération le renvoie. Mais ayant été limogé et étant rétabli, je pense que c'est un bon pas dans la bonne direction. J'ai toujours été un fan de Keshi, en sachant pertinemment qu'il a un très bon dossier de football quand il était au Togo. Mais à la fin, j'ai remarqué qu'il avait arrêté de faire les choses. Je ne suis pas contre le déni ou le rétablissement de Keshi. Ce qu'il me fallait, c'est les résultats, et le résultat n'est pas là. Nous voulons le meilleur. La CAN 2015 est maintenue entre le 17 janvier et le 8 février. Toutefois, le Maroc hésite à organiser la compétition sur son sol du fait de la menace Ebola. La CAF lui donne jusqu'au 8 novembre pour rendre sa décision finale. C'était le journal de la rédaction. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.